Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un peu fleuve. Comme vous aurez pu le voir sur le titre de la vidéo, donc c'est un sujet un peu complexe, un peu profond que je voulais aborder avec vous. Parce que ça fait un moment que j'y pense et qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées qui viennent nourrir ce sujet-là. Surtout que c'est paradoxal parce que je me dis que quelque part on n'y croyait plus, mais est-ce que cette année au final c'est en même temps pas une des plus belles années pour la dynamique boxe en France depuis très longtemps? Parce que on a quand même eu 4 galas majeurs, donc même si malheureusement il a perdu, on a eu la soirée de Tony Yoka à la Corotel Arena en mai qui avait ouvert le bal, et en cette fin d'année on a eu droit à la soirée de Goulamirian, donc qui revenait enfin après 3 ans d'absence contre Egorov avec pas mal de noms aussi, Kevin Lesetjo, Nilan Prat, etc. On a eu la soirée au Zénith de Nantes avec en main event Papo Shkitu, et on va avoir en décembre une autre soirée à Nantes qui va être une réunion où on va retrouver Souleymane Sissoko et Christian Mbili. Donc pareil, ça fait plaisir. Et on a peut-être enfin des promoteurs comme Johan Zawi, comme David Musset, qui tentent un peu de faire bouger les lignes. Et c'est presque inespéré d'avoir une telle vitalité sur la boxe. Mais après, est-ce que ça va suffire à la ranimer? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ranimer l'engouement du public, l'engouement des médias, le fait qu'on en parle. Parce que là, pour le coup, on s'est vraiment donné les moyens d'en faire parler. Et est-ce que c'est assez? On peut se demander pourquoi est-ce que la boxe, elle traîne particulièrement son spleen en France depuis des années. Se demander la faute à qui? Et l'idée, c'est de passer tout au crible dans ce podcast et d'amener des éléments de réponse. Et justement, on va en parler. Alors, il y a plein d'angles différents que je vais évoquer avec vous. Le premier, c'est est-ce que c'est lié au sport en lui-même? Est-ce que ce serait pas justement lié au sport en lui-même? Parce qu'aujourd'hui, clairement, la boxe, il faut le dire, ça manque énormément de lisibilité. On en a déjà parlé plein de fois, mais le nombre de ceintures, le nombre de fédés, les ceintures intermédiaires auxquelles on ne comprend rien, etc. Même pour un profane qui a jamais regardé la boxe, toutes les différentes catégories qui s'ajoutent justement à ces différentes ceintures, ces différentes fédérations, ça fait que pour le grand public qui est pas passionné, qui est pas pratiquant, etc., ça peut être complexe à comprendre, ou beaucoup plus que d'autres sports. À côté de ça, sur le sport, il y a le business box qui nuit pas mal à l'image, à la réputation. Déjà le fait que souvent on a des boxeurs qui évitent les prises de risques, donc que tout le monde se boxe pas, c'est lié à ce business box parce que les promoteurs font exprès de pas créer des combats entre deux champions pour éviter que la réputation d'un s'abîme. On a tout ce qui est lié aux accusations de corruption, par exemple tout ce qui se passe autour des JO qui est quand même catastrophique avec l'AIBA qui est souvent pointé du doigt. D'ailleurs la boxe qui va être exclue des JO, donc ça c'est dramatique, et toutes ces histoires de matchs arrangés dont on a souffert en France notamment avec un exemple hyper célèbre qui est celui d'Alexis Vastine. On a eu aussi une soirée assez récemment, donc ça date un peu maintenant, mais c'est quand même relativement récent pour les gens, c'était celle de Yoka contre Hammer, où on avait Aboubakar Bechelaghem qui s'était fait voler en direct par Volkan Goksek, donc en diffusé à la télé en France, dans un événement en France. Le mec s'était fait voler sa victoire, et de façon complètement évidente, quoi. Bon, après ils avaient rétro-pédalé, etc., mais le soir même c'était aberrant de voir ça, juste parce que le promoteur de Volkan Goksek, donc le Turc, était aussi le promoteur de Hammer, et qu'il a mis la pression. Donc de se dire qu'on peut assister à ça en direct, de la part de quelqu'un qui est assez grand public, qui regarde la boxe juste parce que c'est Tony Yoka et qui voit ça, il se dit que c'est vraiment un cirque. Donc je pense que ça participe pas à l'attractivité du sport, où on se dit que c'est quelque chose qui est acheté et que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur sportive. Et ensuite, globalement, on a un manque, déjà, je l'ai dit, un peu d'accessibilité pour le public, mais auprès duquel on fait rien pour donner des clés de lecture, on fait rien pour éduquer. Et ça, c'est fait ni côté promoteur, ni côté diffuseur. Et on va en parler, parce que le deuxième point, du coup, c'est est-ce que ce serait pas aussi un peu la faute des promoteurs en France? D'un côté, on a les promoteurs voyous, entre guillemets, qui pensent qu'à la thune, à exploiter les boxeurs, qui sont prêts à vendre leur mère pour que leurs boxeurs se fassent casser la gueule pour récupérer un peu de thune. On a eu des promoteurs qui se sont montés, qui avaient on avait un peu des espoirs sur des initiatives
assez récentes où ça a été des scandales. Parce que justement en fait c'était un peu du vent et ils en avaient rien à foutre des boxeurs, ils les payaient mal et ils voyaient ça un peu comme des moyens d'exploiter les gens, donc c'était un peu catastrophique. Après il y a eu un peu des histoires autour de certains autres promoteurs, je pense à Univent et Sébastien Acariès, où on a eu 2 boxeurs comme Michel Soro et Arsène Goulamirian qui n'ont pas boxé pendant très très longtemps, qui sont pourtant des porte-étendards français, 2 des plus gros talents tricolores qu'on ait encore en activité, qui sont restés très très longtemps inactifs parce que leur promoteur s'est pas bougé le cul pour leur trouver des combats et pour les faire boxer, donc ça c'était quand même assez catastrophique. Et ils ont fini par se casser d'ailleurs chez Yohan Zawi, donc Y12 Boxing, et depuis comme par hasard ça va beaucoup mieux, et ils sont redevenus actifs. Donc heureusement il y a cette nouvelle génération qui émerge et qui fait du bien avec, je l'ai dit, Yohan Zawi et David Musset. Donc on espère que ça va continuer parce qu'ils nous ont offert des beaux galas et qu'on voit qu'ils sont motivés pour ramener ça en France, créer des oppositions, etc. Pareil, on va parler du combat qu'on a eu entre Papo et Shkitou, mais c'est beau d'avoir 2 boxeurs à ce niveau de notoriété en France, ou en tout cas un avec une très bonne notoriété et un avec un très bon niveau de compétence qui n'ont pas hésité à s'affronter. Après, l'écueil pour moi qu'il y a au niveau des promoteurs, c'est qu'il n'y a vraiment aucune maîtrise des outils de communication pour vendre un combat. Quand on compare à l'étranger, par exemple, Matchroom, Top Rank, etc., eux, ils font des docus sur les combats, ils font des focus sur les boxeurs, ils ont des stratégies de communication pour créer de l'engouement. Ici, c'est hyper pauvre. Et on voit que les promoteurs, en fait, ils comptent massivement sur les diffuseurs parce qu'ils se donnent pas les moyens de créer des belles histoires, alors qu'il y en a pourtant à raconter. Je veux dire, on a pu le faire par le passé. On a eu un Sorovitu, par exemple, où on a monté un événement qui a bien marché au final sur une rivalité de personnes, alors que la rivalité en termes de niveau, le soir du combat, elle n'a pas vraiment existé parce que Soro était beaucoup trop au-dessus. On a réussi à créer ça. Il y a eu aussi des trucs, je pense à Loïc Tajan qui a combattu récemment, qui avait fait 2 combats contre Lee Konki. Là, on avait su créer une grosse histoire, une grosse attente autour de ça, et c'était hyper bien. Donc je pense qu'on n'est pas à court d'histoires, mais on n'arrive pas à les raconter, on n'a pas envie de les créer. On va développer, mais il y a vraiment des choses à faire, des choses à dire, si on se dotait, ou si les promoteurs se dotaient de plus de moyens de communication externe. En plus, moi je vous dis ça, et j'y suis particulièrement sensible parce que, bien sûr, au-delà des podcasts, moi j'ai un vrai taf, et donc mon taf c'est la stratégie de communication, la stratégie de contenu. Donc vraiment, moi c'est quelque chose qui me frappe quand je vois que les promoteurs sont pas capables de mettre en place ce genre de choses qui ferait considérablement vendre et passer tout ça dans une autre dimension. Et justement, je l'ai dit, ils comptent beaucoup sur les diffuseurs, mais des diffuseurs qui sont très souvent aux abonnés absents. Et c'est le problème, c'est parce qu'en France, c'est très pauvre en termes de contenu. Même si Canal+ a fait des efforts pour Goulamirian, pour Yoka, typiquement, c'était 0. Je me souviens d'un combat, je sais plus lequel c'était, où on avait 5 vieux dans un chat en digital. Enfin, c'était une catastrophe. On n'a rien eu quasiment sur le combat à Bercy contre Bacolé. C'était le néant. Alors que même au-delà de Yoka, il y avait des choses à raconter. Je veux dire, il y a eu le combat de Mevi Boufoudi contre Sofiane Oumia. Tu pouvais faire monter la sauce. Il y avait une espèce d'animosité qui existait. Il y a 2 histoires de boxeurs très différents. Un boxeur comme Mevi, par exemple, qui s'entraînait un peu dans son coin, qui vient de Limay-Brévannes, etc. Donc face à Oumia, qui était capitaine de l'équipe de France, qui était allé au JO, qui avait un gros parcours amateur. Il y avait vraiment une rivalité à créer, 2 personnages opposés à mettre en face, surtout que Mevi c'est quand même un très beau boxeur, moi je trouve. En plus je dis ça parce qu'il est coach à ma salle, donc forcément ça me parle, et moi j'étais hypé par le truc, mais il y avait vraiment une opposition de style et il y avait moyen de créer une histoire autour de ça, ce qui n'a pas été fait. Même il y avait Christé Sabé de BAM l'Héritage, qui est une super école de boxe au Muro. Il y a des choses à raconter autour de ça aussi. Il y avait Victor Yoka qui a combattu, pareil, il y a des trucs à raconter sur la fratrie des Yoka. Il n'y a rien qui est sorti, c'est une cata pour moi. Et ça, pour moi, c'est une paresse qui est presque criminelle, parce que comment tu peux autant investir sur un boxeur avec la thune que Canal a mis sur Yoka et si peu le mettre en valeur, en fait. Donc ça, je trouve que c'est une catastrophe et c'est grave. Et pareil, quand tu penses qu'il y avait 0 diffuseur pour un combat, là je sors des trucs franco-français, mais pour un combat comme Ané Cambosos, un championnat du monde à 4 ceintures chez les légers,
Et le même week-end, on avait Inoue contre Donner, pareil, 0 diffuseur. Tu vois vraiment qu'on a un pays de tocards sur la boxe, c'est une catastrophe. Et heureusement, ici aussi, on a l'émergence de nouveaux médias, comme Fight Nation qui met bien en valeur les boxeurs français. On a eu l'arrivée de DAZN aussi en France. Il y a du contenu qui se crée, avec moi un podcast que j'écoute souvent qui est le RMC Fighter Club. Bon, je l'écoute aussi souvent parce que c'est un des seuls qu'il y a. On a des créateurs de contenu indépendants bien sûr qui sont toujours au rendez-vous. Voilà, je pense à Box Attitude évidemment, que je salue. Il y a plein d'autres créateurs, Captain Crochet, Go Boxing News, les boxeurs du dimanche. Mais tout cela, on leur donne pas les moyens suffisants pour créer un contenu suffisamment puissant en fait. Aux gros médias, pour moi, maquer avec les promoteurs de mettre les moyens et que ça puisse ensuite risquer sur les plus petits créateurs de contenu qui puissent développer des choses, créer du débat, faire des interviews. Et même, moi, je suis assez choqué de me dire qu'il y a zéro union des forces. En fait, moi, demain, je suis promoteur, je me maque avec Box Attitude, je lui dis, vas-y, crée du contenu, va interviewer mes boxeurs, fais des talks, fais des trucs, profite de ta communauté. Là, ils capitalisent sur rien, en fait. Et ça, je trouve que c'est une cata. Et personne ne produit rien en interne, ils ont des moyens de le faire, mais ils comptent trop sur les diffuseurs. Et quand je pense par exemple à DAZN qui fait des formats très simples, ils ont le DAZN Boxing Show avec Aka et Barak qui débriefent de tous les sujets de boxe, ou même ce que fait la Sueur en MMA avec des formats comme King and the G, etc. Il y a vraiment des trucs à penser, mais qu'on n'applique pas en boxe, et pour moi c'est triste quoi. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des diffuseurs et des promoteurs, vient le sujet central qui est les boxeurs qu'on a en France. Et là, ça va faire mal, mais une des questions centrales, je suis désolé de l'aborder, mais c'est le niveau réel de nos boxeurs aujourd'hui. Est-ce qu'on a des choses qui peuvent assez pousser la boxe vers le haut ? On a eu Tony Yoka, sur qui on avait beaucoup d'espoir, bon, qui malheureusement a eu une défaite. On va parler aussi de tout ça et de l'impact que ça a chez les gens, mais que je trouve, un peu abusé. Parce que, en fait, faut se le dire, aujourd'hui, soit on a des boxeurs qui sont visibles, mais qui sont finalement pas assez forts, entre guillemets. Donc quand je dis pas assez fort, je dis pas qu'ils sont nuls, je dis pas que c'est des mauvais boxeurs. C'est très dur de le dire comme ça, mais c'est pas des mecs qui sont du coup invaincus, qui peuvent aller taper des mecs à l'étranger du top niveau, etc. Je pense par exemple, donc pareil, c'est très dur et vraiment j'ai rien contre lui et je trouve que c'est un mec qui a beaucoup de cœur, qui est agréable à voir boxer, qui fait bien la promotion du sport. Donc je suis désolé de le prendre en exemple, mais je pense à un Bilal Chkitou qui justement a bien travaillé sa marque, qui est un très bon boxeur, mais qui du coup lui sort de 2 défaites. Donc c'est dommage de se dire avec la visibilité qu'il a, moi en fait ce que j'aurais aimé c'est qu'avec sa notoriété qu'il a réussi à acquérir et qui doit qu'à lui et qui est hyper cool, j'aurais aimé que ce soit un mec qui marave tout le monde en fait. Et ça m'aurait fait kiffer. Et c'est dommage parce que lui il travaille bien sa marque, c'est un bon boxeur, mais là il sort de défaites, donc il n'y a pas la crédibilité de se dire il va devenir champion du monde, j'en sais rien, même si je lui souhaite de tout cœur et que j'espère. Ça j'y crois pas trop. Et au-delà de ça, donc on a des boxeurs visibles, comme était aussi Tony Yoka qui du coup a pris une défaite. Ça a un peu fait baisser les attentes autour de lui. Moi pareil, pour le coup, Yoka, je suis sûr qu'il peut faire encore de belles choses. Donc on va voir. Mais voilà, t'as ceux qu'on a l'impression qu'on a un peu porté au nu et qui n'ont pas donné satisfaction. Et de l'autre côté, on a ceux qui sont forts et qui sont toujours dans une bonne dynamique, mais qui eux pour le coup sont pas du tout assez visibles ou à qui on ne donne pas les moyens des ambitions. Et là je pense à 2 boxeurs en particulier, un Mbili et un Goulamirian. Typiquement il y a très peu de bruit autour de ces 2 boxeurs. Alors Goulamirian concrètement c'est notre seul champion du monde français, c'est pas rien du tout, c'est incroyable en vrai. Et Mbili c'est un très très beau potentiel. En pro il est en train de faire une très belle carrière et c'est pas fini du tout. On a bien sûr un Souleymane Sissoko qui lui est en train de creuser son sillon, mais qui est aussi un boxeur assez discret, faut le dire. Et un des sujets pour moi, c'est que la boxe aussi, quand on parle des boxeurs et de leur niveau, c'est que le sport en tant que lui-même est pas rémunérateur de base. Donc on n'incite pas en fait les boxeurs à prendre des risques, ce qui fait que les meilleurs se boxent pas en France, ou alors très peu. Et quand c'est le cas, faut le saluer. On a très peu de combats franco-français de valeur en fait. Et là justement, on a eu des trucs quand même cool. Je parlais de Sorovitu, où même si l'enjeu en termes de niveau était trop déséquilibré parce que Soro était trop au-dessus à ce moment-là. Mais là, on a eu un Chkitou Papo qui était quand même très beau et justement encore plus respect parce que Chkitou il avait sa marque, il sortait d'une défaite après contre Edgington.
Donc il a accepté de se remettre en danger, de se remettre à risque en s'en foutant, de se dire j'ai quand même une image sociale, je pourrais capitaliser dessus en prenant des trompettes et en ayant l'air d'être un monstre. Et ben non, il y allait contre Papo qui est un super boxeur. Donc il n'a pas perdu non plus contre un tocard, il a perdu contre un très très bon boxeur avec une vraie différence de style. Et pour ça, pareil, encore respect Shkitu, et les deux ont pas eu peur d'y aller, alors que Papo, pareil, invaincu, il aurait pu prendre des risques face à Shkitu, qui est quand même un gros bagarreur, etc. Et ça, c'est trop peu pour le coup. Et soit on a des espèces de fausses hype parce qu'il y a trop d'écart, mais pour le coup, Sorovitu, ça mobilise les gens en fait. Et le problème, c'est que les autres, je l'ai dit, ils ont pas envie de se mouiller parce qu'ils ont pas envie de flinguer leur carrière. Et on peut pas leur en vouloir de pas prendre de risques parce que ils sont pas assez rémunérés pour le risque en conséquence. Et quand je parle par exemple Mevi Boufoudi contre Oumiya à Bercy, en termes d'ambiance, c'était la folie. Donc on voit que les gens, ils veulent ces combats-là. Sorovitu, Shkitu Papo, Oumiya Boufoudi, c'est des choses qui attirent les gens. Quand on a un bon narratif, qu'on a deux boxeurs avec un pédigré, peu importe, les gens sont contents en fait. Et du coup, je le dis, il faut y aller, il faut essayer de prendre ces risques de la part des promoteurs, de les mettre en face et de rémunérer correctement les boxeurs. Et parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit trop souvent, et les seuls narratifs concrets qui sont pas intéressants, c'est qu'on a soit un Français qui va tabasser un Polonais ou un Bosniaque ou un Letton ou j'en sais rien, mais donc il n'y a rien à raconter parce que le mec en face on le connaît pas et du coup c'est pas intéressant. Soit on a un Français face à une pointure, mais du coup qui se fait déglinguer, et là à chaque fois c'est pareil, c'est un peu le perdant magnifique. Donc pareil, je suis désolé, on devrait dire que je m'acharne sur Shkitu, mais c'est l'exemple de ces trucs là, mais pareil, vraiment énorme respect sur Bilal Shkitu, je lui souhaite plein de trucs, qui continue comme ça, qui continue à prendre des risques, à y aller, parce que putain bravo à lui. Mais voilà, il va contre Edgington, il perd. Alors lui pour le coup il fait pas du tout démolir, il fait une guerre, un combat de l'année, etc. Mais bon, le truc à la fin c'est qu'il perd, et du coup c'est dommage parce que voilà, c'est l'image qui reste de il s'est bien battu mais il a perdu. On a eu Boderlick contre Smith. Pareil, putain, au début je me disais il prend le combat par le bon bout, c'était cool, j'étais content. En plus pour la petite histoire, moi j'étais au stade Vélodrome, à ce moment là il y avait un match, c'était le soir du coup de Joshua contre Usyk, et donc je m'étais dit je vais rentrer pile à l'heure pour le combat de Joshua contre Usyk chez moi après le match. Et en même temps, du coup, j'essayais de regarder pendant que ça joue au foot au stade le combat de Boderlick contre Smith, donc sur mon téléphone, et ça passait. Et au début, je me disais, putain, c'est incroyable, Boderlick il fait le bon combat, etc. Et puis boum, ça passe pas. Il s'en prend une, il tombe. Et pareil, t'es encore frustré. Et après, voilà, ouais, il a pris un gros risque, il a pris un gros mec, ouais, mais il a encore perdu. Et ça fait chier, quoi. Et même du haut pas à l'époque, il bat Elenius, c'est génial. Mais derrière, t'as des Wilder, des Povetkin, ça passe pas. Et c'est pas grave, on va pas le critiquer de pas être un champion de ce niveau-là. Mais c'est juste frustrant de se dire qu'on doit nous se contenter de ces récits et qu'on n'a pas droit au boxeur qui va déjouer tous les pronostics à chaque fois. Et voilà, on a eu Yoka qui a perdu contre Bacolé par exemple, Oubali qui a perdu contre Donner, Gerfi qui perd contre Lee McGregor. Avant c'était Takam qui avait perdu aussi. Et quand c'est pas des boxeurs qui perdent, c'est des vols, comme Chara qui se fait niquer contre les Jaraga, Soro le premier combat contre Madrimov où il se fait arrêter avant. Voilà, après la déception du deuxième où il y a un arrêt technique, etc. Donc nous, on dirait qu'en France, on est condamné à vivre trop de déceptions. Et moi, ce que j'aimerais, c'est voir un boxeur au moins émerger et fumer tout le monde, prendre des titres. Et ce qui me déçoit, c'est de me dire pourquoi la belle histoire, elle est jamais pour nous en fait. Et là, on a encore quelques boxeurs sur lesquels on peut compter. J'en ai parlé, Mbili, Goulamirian, Sissoko, qui sont encore au top eux et sur lesquels on a des espoirs. Et après, pareil, j'entends pas Tony Yoka. Il peut se repasser des choses et même tous les autres. Mais voilà, j'aimerais qu'on ait un mec qui sorte du lot et qui aille éclater les étrangers chez eux, les Américains, les Mexicains, tous, et qu'on ramène des titres à la maison parce que ça fait trop longtemps que ça se passe pas. Et surtout, un des problèmes et pourquoi ça se passe pas, c'est qu'on a les meilleurs boxeurs actuels qui ont beaucoup de mal à se vendre. Je parlais d'Mbili, on a eu un choc quand même entre Mbili et Najib Mohamedi. Ça aussi, sur le papier, ça aurait été un beau combat à raconter. Putain, personne n'en parle, à part les vrais fans de boxe, etc. Alors que Mbili, on peut écrire une histoire de malade sur ce mec. Franchement, filez-moi sa strate de com à lui, on en fait un monstre. Je veux dire, c'est un truc de fou. Le mec, il est hyper puissant. Il a un parcours atypique. On peut raconter des trucs. Et puis pareil, on peut créer des combats qui ont de la valeur. Alors après,
c'est compliqué à monter, je sais, mais imaginez déjà rien qu'en France, faire monter la sauce autour d'un combat entre Mbili et Sadjo avant qu'ils s'attaquent à des noms un peu plus hauts au niveau international. Et ben voilà, ce serait quelque chose de cool. On a aussi une pelletée de super welter en France et il y a des trucs à faire. On a eu Papo contre El Moussaoui, on a eu Papo contre Shkitou, mais il y a encore des trucs. Il y a encore des noms comme Soro, comme Sissoko, comme Milan Pratt ou même Bakary Samake. Donc on manque un peu encore d'idées, même si c'est sur la bonne voie aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire. Et après, il faut aussi garder espoir, hein, je l'ai dit, parce qu'on a un petit vivier, certes mince, mais le problème c'est le manque de moyens. Et voilà, je le redis, on a Sissoko, on a Mbili, on a Goulamrian au top, mais maintenant ce qu'il leur faut c'est des combats majeurs. Et voilà, j'espère que Tony Yoka pourra revenir, on a un Ivan Mendy aussi, on a un Michel Soro, j'en ai parlé, et toute la génération qui arrive avec les Milan Pratt, les Sofa Noumia, les Kevin et les Sadjo, et il y a encore Papo, Shkitou, ou même Takam qui peuvent nous proposer des choses. Donc, une fois qu'on a parlé des boxeurs, il faut aussi parler d'un autre truc qui est très lié à eux, c'est forcément les coachs. Il y a beaucoup de choses qui reviennent sur les coachs. Est-ce que les coachs sont trop craintifs pour mettre leurs boxeurs en face de mecs où il y a de l'enjeu? Est-ce que les coachs français sont pas assez bons? C'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais en fait, surtout, les coachs français, je pense pas qu'ils sont pas bons. Pas du tout. Je pense que c'est juste qu'eux n'ont pas les moyens qu'il y a aux US, par exemple. Aux États-Unis, c'est des salles de boxe privées. Là, en France, on les oblige à bricoler, en fait. Et regardez le docu de Canal+, sur les paroles d'entraîneur. Et il y a un livre aussi, Dans l'ombre du boxeur, l'entraîneur, qui montre bien qu'on n'a pas des teubés, en fait, en France. On a des mecs qui sont très bons, très lucides, mais qui ont clairement pas les moyens. Donc pour moi, les coachs, vraiment, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont. Et ce serait cool quand on a des moyens de travailler. On a des gens qui ont des résultats exceptionnels. Hein. Je veux dire, j'en parlais, les Mureaux, Bam, l'héritage, c'est quand même assez fort ce qu'ils font. Alors ils ont des boxeurs qui sont faits dans un moule assez spécifique, même si c'est pas tous les mêmes, hein, évidemment, mais il y a une vraie patte. Mais voilà, il y a des mecs qui savent travailler quand ils se donnent les moyens. Donc il faut avoir confiance aussi dans nos niveaux de coach. Mais faut se donner plus de moyens et essayer d'élever aussi la communication pour faire doper l'attrait et donc les revenus, et donc ce serait un cercle vertueux. Et derrière ça, quand je dis la visibilité, la communication, c'est à destination de qui? Des fans. Et je trouve qu'un truc qui pêche aussi en France, justement, c'est les fans. Parce que dès que les combats sont un peu montés, donc pour créer de l'audience grand public, et derrière, on a tous les puristes qui vont critiquer en disant ouais, mais lui en fait il est nul, ouais, mais lui pourquoi on dit ça, pourquoi on dit ci. Alors évidemment que Canal+, on a trop fait avec Tony Yoka par exemple, mais c'était un moyen de créer de l'engouement. Pareil, les gens ils se plaignaient, oui, Brahim Asloum, c'est un boxeur monté. Mais putain, si ça crée de l'engouement, ça fait que les gens regardent, si ça fait que on ramène un peu de lumière et on ramène un peu de boxe en France. Mais moi, je prends, franchement, doper le narratif sur n'importe qui, faites-le, mais ramenez des combats en fait. Et voilà, en tant que puriste, nous, on sait la vérité derrière ça. Mais ce qu'on peut pas critiquer, c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent au sport. Et après, s'ils s'intéressent suffisamment au sport, ils comprendront d'eux-mêmes qu'il y a des trucs qui sont un peu trop poussés. Mais on est dans une culture du marketing, on veut vendre des combats, donc il faut y aller en fait. Et aujourd'hui, on peut pas se payer le luxe de faire les fines bouches, parce qu'en fait, personne ne s'intéresse à la boxe, à part nous qui connaissons trop ce sport. Donc, désolé, mais il faut trouver de nouveaux ressorts. Et pareil, en France, un truc qui est criant, c'est le manque de culture du show à tous les niveaux. Soit on se mouille pas, donc on reste lisse, etc. Soit on va critiquer très vite, comme Yoka qui a essayé de créer un peu de trucs autour de son nom, de jouer sur son personnage, etc. De mecs sûrs de lui. Et dès que c'était ça, on disait qu'on n'aimait pas. Et donc c'est entretenir ce truc lisse qui fait que derrière, on n'aura rien à raconter. Et si on n'a rien à raconter, derrière, on va se plaindre qu'on ne promeut pas assez l'event. Mais forcément, c'est un cercle négatif qui va continuer de s'alimenter. Et au-delà de ça, moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'en boxe aussi... alors, je pose cette question sachant que je fais partie des gens que je vais citer, mais est-ce qu'on n'est pas trop protectionniste? Donc moi, j'estime l'être, parce que les combats d'influenceurs, etc., et les exhibitions, ça me casse les couilles. Mais je disais, j'ai eu un choc quand j'ai vu le GP Explorer de Squeezie, ou encore le match France-Espagne, donc où c'était que des trucs d'influenceurs. Donc le GP Explorer, c'était une compétition de Formule 4 avec Squeezie et ses potes, donc sur un vrai circuit pro, etc.
France-Espagne, c'était des streamers qui ont fait un vrai match de foot dans une arène, etc. Et ça a fait un tabac. Alors que nous, les matchs d'exhibition avec les stars, on déteste ça. Alors que pareil, dans le foot, ça existe depuis 1000 ans et que personne ne dit rien. On déteste quand les influenceurs se prennent pour des boxeurs. Par exemple, Jake Paul, alors que Jake Paul, il s'entraîne comme un malade. Il y a eu le combat de Dylan contre Benji. Bon, pareil, moi, ça me dégoûte. Mais en vrai, je me dis, pourquoi est-ce que je fais un rejet pareil de ce truc alors que je devrais en avoir rien à foutre, en vrai. Et pareil, on voit qu'il y a Ragnar Le Breton qui va faire son entrée en MMA à Arès. Bah, je suis sûr qu'il n'y aura pas le même accueil qu'il y a eu pour certains autres trucs. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu trop protectionniste en France? Est-ce qu'on n'est pas hermétique à des choses nouvelles qui pourraient créer une attractivité différente? Moi, j'avoue que je suis un peu biaisé parce que je vois pas en quoi c'est attractif. Comme bon, je pense que c'est pas le JP Explorer qui va développer l'attractivité de la Formule 1. Et encore peut-être en vrai. Je me dis sur un sport comme ça. Et surtout, ce que je disais par rapport au JP Explorer, c'est que ce qu'on critique en boxe, on dit oui, les gens se rendent pas compte que la boxe c'est pas un jeu, etc. Que c'est de l'entraînement et tout, mais JP Explorer pour le coup, c'est un sport aussi qui est très dangereux. Surtout, c'est un sport, la Formule 1 qui est réservée à une élite. Normalement, il y a 20 pilotes dans le monde qui ont le droit d'être dans une Formule 1. Donc, bon là, on parle de Formule 4, mais c'est un sport qui est quand même codifié, qui est réservé à des gens qui ont de l'argent parce que c'est beaucoup de budget. Donc, les gens auraient pu se dire, mais pour qu'ils se prennent ceux-là à faire ça, etc. Et c'est pas du tout le même rapport qu'il y a eu. Donc, on a le même type de reproche qui aurait pu être fait pour la boxe quand on dit, ouais, pour qui il se prend, lui, à outrepasser tout ce que les autres font, la boxe c'est pas un jeu, etc. Mais là-dessus aussi c'était les mêmes types de trucs et pourtant ça a fait un tabac. Et il n'y a pas de gens qui ont vraiment critiqué. Donc moi je me demande si au final en boxe on souffre pas aussi d'un complexe face au manque de visibilité de notre sport, où on sait qu'en fait son aura à la boxe elle est tellement fragile qu'on va détester tout ce qui pourrait un peu l'écorner parce qu'on sait qu'aussi il y a un manque de culture boxe. Et où on se dit ouais mais du coup les gens vont penser que la boxe c'est ça, etc. Alors que peut-être que les gens font la différence. Et je pense aussi qu'il y a un autre élément qui est la peur face au développement du MMA, la peur que la boxe soit un peu rayée de la carte, ce qui je pense n'arrivera jamais. Mais après il faut dire clairement que y a un vrai différentiel d'intérêt et qui va continuer à se dégrader pour aller en faveur du MMA si on reste à ce stade-là. Donc voilà, ça c'est une question ouverte que je me pose. J'en ai un peu parlé justement avec JC de Boxe Attitude sur le sujet du protectionnisme de la boxe et de notre côté un peu fermé d'esprit là-dessus. Alors moi j'assume de l'être totalement et que tout ça ça me dégoûte, mais du coup je sais pas, est-ce que c'est de la jalousie, est-ce que c'est que j'ai pas envie qu'on abîme un sport que j'aime, mais je me dis pourquoi est-ce que c'est ça sur ce sport et ça n'existe pas dans d'autres alors que on retrouve un peu les mêmes mécaniques. Donc voilà, une vraie question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et enfin, au-delà donc des fans de boxe, le dernier point, c'est l'écosystème boxe au global. C'est que, on l'a dit, mais en France, on a zéro moyen, il n'y a pas d'aide, de subvention majeure sur ce sport, ni de valorisation. Et par contre, heureusement, on peut compter sur des développements d'initiatives et de nouveaux acteurs. Des acteurs comme par exemple Boxing Culture, qui essayent de ramener de l'aide sur les pros de la boxe, de créer des stages, des choses. Et même les salles de sport privées aujourd'hui qui se développent, où ça fait une croissance de l'intérêt pour la discipline, qui vont aussi organiser des événements pour promouvoir le sport. Un club par exemple comme Apollo Sporting Club qui fait des galas à Paris au Carreau du Temple avec des combats pro et des combats amateurs du club, qui avait organisé des combats du club à Bercy avant le combat de Tony Yoka. Je pense aussi au Marseille Boxing Club, donc je pense à des exemples que j'ai vus récemment qui m'ont parlé, mais qui avaient fait un gala du club aux terrasses du port. Donc pareil, ça aussi, ça aide à véhiculer une image de la boxe et de la pratique pour aussi des débutants, des amateurs qui pourraient amener aussi vers ce sport. Et c'est de ça qu'on a besoin. Donc voilà, j'ai fait un peu un petit tour de toutes les composantes de l'écosystème boxe qui peuvent aujourd'hui poser des problèmes à la visibilité du sport, sur lesquels il y a des choses à faire, des choses à travailler. J'ai essayé aussi d'amener le fait qu'il y a quand même des motifs d'esport sur certains points, que en vrai il y a des choses sur lesquelles on peut complètement capitaliser, mais qu'on n'exploite pas assez, et je trouve ça dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec ces points-là, s'il y en a qui vous choquent plus que d'autres, si vous avez d'autres remarques, si vous êtes peut-être pas du tout d'accord avec tout ce que je viens de raconter.
N'hésitez pas du coup pareil si cette vidéo vous a plu à la liker, à la commenter, à la partager, en vrai ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui me suivent, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous écoutez le podcast. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut.